Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme Si, un épisode en réaction au dernier Star Wars qui vient de sortir. En fait, au début, je voulais pas faire cette vidéo maintenant, je voulais attendre un peu que les vidéos sortent pour avoir des petits extraits pour illustrer mes propos. Et puis je crois que finalement, j'avais pas envie d'attendre et j'étais pas sûr d'avoir envie d'y revenir dans quelques mois. Et je voulais quand même donner mon avis sur le dernier épisode parce que j'ai beaucoup parlé de Star Wars sur cette chaîne. J'ai fait 5 vidéos déjà dessus, dont une trilogie de vidéos. Pour donner un petit peu mon point de vue sur pas mal de choses, et il manquait plus que l'épisode 9. Et donc voilà, je voulais donner mon avis, mais peut-être plus sous la forme d'une réaction à ce qui s'est passé. Et j'ai peut-être envie de clôturer maintenant cette série, parce que je pense que j'aurais pas énormément de choses à dire après tout ça. Donc voilà, une réaction, une critique, un avis sur le dernier Star Wars, donc l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Alors, je le fais d'emblée parce que je suis pas critique de cinéma, donc je ne vais pas faire une critique pour vous encourager à aller le voir ou ne pas aller le voir. Je vais faire plutôt tenter une espèce d'analyse, de réflexion sur le film. Donc, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, je vais spoiler tout. Si vous n'avez pas vu le film et si vous comptez aller le voir, surtout arrêtez maintenant la vidéo, je pense que je vous ai laissé le temps de le faire, mais vraiment ne continuez pas si vous ne voulez pas être spoilé. Je vais spoiler les 8 épisodes, Rogue One, l'épisode 9, le début, le milieu, la fin, bref, je ne me retiendrai absolument pas, donc spoiler alerte. Bon alors déjà pour commencer, je voudrais dire que c'est difficile d'avoir un avis sur Star Wars en ce moment, c'est devenu difficile de défendre son avis parce que c'est devenu un sujet passionnel. Vous savez, moi ça me rappelle les gens qui aiment par exemple le foot. Alors moi je suis pas très footeux, mais je vois parmi mes copains ou mes collègues qui adorent le foot. Alors quand il y a des grands matchs, d'un seul coup, tout le monde devient entraîneur, sélectionneur, vraiment analyste. Tout le monde a des idées sur ce qu'il fallait faire, que ce soit en regardant la télé. Ah, vas-y, fais une passe là. Ou que ce soit pour analyser le match. Oui, alors moi je pense que mettre un droitier en ailier gauche tout en renforçant la défense par 4 libéraux qui gênaient le gardien de but dans sa progression symétrique vers un nouvel âge réminiscent. Et ben de la même manière, on se retrouve tous à être réalisateurs en herbe, scénaristes passionnés, et on sait tous ce qui aurait dû se passer. Donc c'est pas facile de pas tomber dans ce travers. Je suppose que ça aurait été un peu pareil à l'époque de la prélogie, si Internet en avait été là où il est maintenant. C'est juste que on n'en était pas là. Mais voilà, si vous, comme disait une journaliste, si vous allez dans la rue et que vous demandez à 50 personnes qu'est-ce qui aurait dû se passer, vous aurez 50 scénarios. Donc je vais essayer de ne pas tomber là-dedans. J'aimerais ne pas dire ce qu'il aurait fallu faire. Vraiment, parce que j'ai du respect pour les gens qui passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à produire ce genre de super production. Et j'aimerais juste dire ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, la façon dont je le ressens, et aussi, bien entendu, de le mettre en lien avec les analyses précédentes que j'ai eues de cette série. Bon, alors vous allez vite comprendre que j'ai des reproches à faire à cet épisode, comme beaucoup de monde, mais je vais pas être trop négatif, je vais dire les choses qui sont plutôt bien. Voilà, alors il y a pas mal de moments d'action, ça bouge beaucoup, ça part des fois un peu dans tous les sens, mais voilà, ça bouge, et je pense que les fanats d'action qui aiment bien que ça clignote un peu partout, etc., enfin je pense qu'il y a un certain public qui va s'y retrouver de ce côté-là. Les combats au sabre sont critiquables, ils sont pas tous bons, mais il y a au moins une scène spectaculaire, notamment la scène du combat entre Kylo Ren, donc entre Ben Solo et Rey, sur les ruines de l'étoile de la mort avec cette tempête d'eau, et qui est un combat qui change un petit peu des combats qu'on avait eu l'habitude de voir depuis la prélogie, ces combats au sabre laser très arts martiaux asiatiques. Là, on est dans quelque chose de plus fort, de plus costaud, où les coups sont violents, sont portés, on a vraiment l'impression que ça cherche à blesser, et il y a ce combat avec cette force, et finalement ça convient assez bien au personnage et au physique d'Adam Driver de mener des combats de ce genre, et ça c'est une scène assez spectaculaire. C'est un parti pris, hein, des scènes de combat avec moins d'esthétique mais plus de force.
je trouve que, bon, en termes de réalisation, bon, bah, on peut critiquer J.J. Abrams, mais c'est quand même un professionnel. Il y a une maîtrise, il y a une vraie maîtrise de ce qu'il fait. Les amateurs de cinéma reconnaîtront que c'est très maîtrisé, qu'il y a une esthétique avec toujours des droïdes, des aliens, des extraterrestres divers. Il y a cette scène aussi dans le désert, sans musique. C'est très intéressant aussi la manière dont ça a été filmé, cette course-poursuite, cette espèce d'endroit immense, sans issue, comme ça, un endroit un peu agoraphobique, comme ça. Et c'est assez intéressant. Bon, alors ça fait partie des choses que je critiquerais aussi sur le fait que, bon, alors on n'a pas mis de musique pour renforcer la tension de la scène, mais en même temps, globalement, la musique n'est pas du tout mise en avant ou pas assez. La musique n'est pas marquante, comme dans d'autres scènes, d'autres films où elle est très très marquante. Là, j'étais un peu déçu par cet aspect-là. Donc la scène dans le sable et de course-poursuite, c'est une des scènes qu'on voit dans la bande-annonce. Hein. D'ailleurs, je crois que les meilleures scènes sont dans la bande-annonce au final. On avait dit que les critiques, c'est après. Et puis, vraiment, moi, quelque chose qui m'a beaucoup plu, me touche beaucoup, c'était le jeu des acteurs et notamment le jeu d'Adam Driver, donc qui joue Kylo Ren, qui joue Ben Solo, qui joue extrêmement bien, c'est même épatant d'avoir de telles stupidité à dire, un rôle parfois vide. On avait dit les critiques en deuxième partie, en fait. Et d'avoir ce rôle-là et d'arriver à le faire vivre comme ça, il y a un travail d'acteur, il y a un travail physique. Moi, je suis assez sensible aussi à la question du langage non verbal. Il y a un travail corporel qui est incessant. Et depuis le début de la série, quand il passe de Kylo Ren à Ben Solo, on le voit, quoi. C'est physique. Et je trouve très très bien. Et il arrive à nous laisser lire des enjeux internes, psychologiques, on les voit sur lui. C'est pas clair pour tous les personnages, l'enjeu de ce film, mais pour lui, c'est assez clair. Voilà, un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est le développement de la relation entre Ben et Rey. J'ai trouvé que voilà, c'est quelque chose qu'on avait entrevu dans l'épisode 8, pour le coup, qui a été développé, qui montre que l'ensemble n'est pas que un immense fuck you. À Ryan Johnson. Il y a aussi des choses qui ont été développées, notamment cette relation entre Ben et Rey, le fait qu'ils arrivent à se voir comme s'ils étaient au même endroit et qu'il est développé avec cette idée qu'ils arrivent, avec leur relation particulière, à échanger de la matière et à pouvoir interagir l'un avec l'autre malgré le fait d'être à distance. Et donc il y a des scènes, alors pour le coup, extrêmement bien filmées. J'ai trouvé vraiment, il y a un vrai plaisir cinématographique à voir ces scènes-là. Et c'était parmi les scènes les plus agréables à voir et que je retiens et que j'ai encore en tête, vraiment, c'est ce duel au sabre entre le vaisseau et la planète. Je pense que là, c'est le plus grand plaisir de ce film, en fait, c'est le développement de cette relation-là. Alors, on me l'a fait remarquer, et effectivement, j'ai lu des choses dessus. Il est possible que cette relation qui a été développée soit inspirée d'un concept New Age, et on sait que George Lucas, dans les années 70, s'était inspiré d'un bon nombre de concepts New Age, pseudo-bouddhistes, enfin, et autres. Et là, très clairement, il y a cette notion de contraire, il y a cette notion de yin et de yang, de Rey qui représente le bien, mais qui a une part de colère et de mal en elle, donc la partie blanche du yin et du yang avec le point noir, qui est son ascendance, et qui est aussi cette colère que Ben arrive très très bien à mettre en lumière. Et puis à l'inverse, Adam Driver qui est toujours habillé en noir, mais qui a cette part de lumière en lui, cette part de blanc, donc comme l'autre côté du yin et du yang, et qu'elle arrive à mettre en lumière. Et vraiment, il y a tout un concept, alors que certains appellent apparemment les flammes jumelles, les twin flames en anglais, et qui seraient des personnes un peu destinées l'une à l'autre, reliées par des choses plus métaphysiques que physiques, et qui ont un lien très particulier, et qui vivent des étapes comme ça, où ils font naître l'un chez l'autre, ils mettent en lumière les parts d'ombre, puis ils se séparent, puis ils se retrouvent, et ils s'aiment d'un amour assez particulier, d'un amour qui relie un petit peu la totalité et l'infini. Donc, le concept n'est jamais explicité.
dans le film, mais pour ceux qui en sont familiers, apparemment c'est très parlant, et je remercie la personne qui m'a pointé cela du doigt. C'est vrai que c'est une approche intéressante. Maintenant, c'est un peu dommage que ça n'ait pas été mieux mis en place et plus explicite entre eux, et au lieu de ça, on amène ce concept de dyade dans la force, qui est une espèce d'astuce scénaristique qui leur permet de justifier tout ça. Je pense que c'est dommage que si on n'a pas un petit background, on le déchiffre pas. Mais en tout cas, cinématographiquement, pour en rester là, la relation telle qu'elle est développée entre eux avec les interactions à distance est très bien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout sur ce que j'ai apprécié. Maintenant, je vais parler de pourquoi il y a, à mon avis, de bons échecs dans ce film et en quoi c'est une forme de gâchis. J'ai des mots un peu durs et ça m'embête parce que jusque-là, j'ai toujours été très gêné par les gens qui avaient une critique facile des Star Wars. Donc je vais essayer de ne pas avoir une critique facile, d'essayer de l'argumenter et de ne pas juste me laisser guider par une impression. Mais c'est vraiment difficile, là, pour moi, de défendre ce film, malgré le fait que je suis toujours très souvent bon public, surtout avec Star Wars, que j'essaye vraiment de regarder ça avec une âme d'enfant et voilà, et que j'adore cette série et ses personnages et son univers, et que je fais partie, et vous le savez, ceux qui me suivent, des gens qui ont même défendu l'épisode 8, vraiment, et je maintiens ce que j'ai dit sur l'épisode 8, je pense que vraiment, je pense que c'était une réussite, voilà. Mais là c'est vraiment difficile. Ceux qui ont aimé le 8 ou ceux qui n'ont pas aimé le 8 se retrouvent là-dessus. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais moi, comment j'ai vécu ce film, je suis allé le voir avec quelqu'un qui n'a pas du tout aimé l'épisode 8. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode 8. Et par contre, on s'est vraiment retrouvés sur la critique de cet épisode. Donc, comme quoi, ça n'empêche pas. Et puis sinon, sur la façon de vivre le film lui-même, c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses dont je vais parler là qui m'ont embêté, déçu, etc. Et que j'ai bien voulu un peu accepter à un moment donné, en me disant, bon, allez, d'accord, tant pis, acceptons, et puis voyons voir. Et puis il y a un moment où j'ai lâché, au moment du sabre dont je vais parler, là j'ai lâché, au bout d'une heure et quart, j'ai dit, c'est pas possible. Et puis après, j'étais plus dedans, et je regardais ça d'un air déçu et dubitatif. Et donc voilà, j'ai vraiment lâché. À un moment, j'ai décroché de l'intérêt. Et j'ai continué à le regarder attentivement pour voir ce qu'il y avait à sauver. Mais il y a un moment où c'était trop. En fait, je m'en étais trop pris dans la tête d'aberration ou d'incohérence ou de déception. Et là, c'était plus possible, quoi. Bon alors, pour parler des échecs du film, on va commencer par le début. On pourrait parler du début. Je veux dire, le début, c'est invraisemblable. Après les écritures qui défilent, on se retrouve d'emblée dans une espèce de course-poursuite qui n'a aucun sens, où ça va très très vite, où on comprend pas les enjeux, ça bouge, ça clignote, ça arrive sur une autre planète, paf, on se retrouve ailleurs, paf, on se retrouve ailleurs, ça donne le vertige, et il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a pas de temps de réflexion, il y a très peu d'explications sur ce qui se passe, il y a vraiment ce qu'on appelle dans les scénarios un MacGuffin, c'est-à-dire un prétexte scénaristique de quelque chose à retrouver autour duquel l'histoire va tourner, donc c'est cette espèce de GPS de l'espace, là, de pyramide, qui est censé indiquer le lieu où se trouve la planète où est Palpatine, puisque Palpatine est là. Voilà, alors Ben Solo, on ne sait même pas comment, il la trouve en 2 minutes, tac, il ouvre une boîte et puis c'est bon. Et puis les autres vont commencer à essayer de la chercher. Et donc j'insiste quand même sur le côté MacGuffin et la faiblesse scénaristique du truc, puisque finalement, pour trouver ça, il va falloir qu'ils trouvent une dague. Une fois qu'ils ont trouvé cette dague, ils vont faire tout un truc pour la déchiffrer. Une fois qu'ils l'auront déchiffrée, ils trouveront le lieu où elle est. Et une fois qu'ils trouveront le lieu où elle est, ils vont la récupérer. Mais là, elle va être brisée. C'est pas grave parce qu'on va récupérer celle que lui avait trouvée dès le début. Donc en fait, toute cette, je sais pas, heure et demie de film ne sert à rien. Scénaristiquement, ça ne sert à rien. Si vous essayez de raconter l'histoire, vous en arrivez à ça, quoi. Il y en a 2 exemplaires. Lui, il l'a trouvé tout de suite. Elle le cherche. Pour ça, elle doit trouver une dague, il doit trouver une inscription, qui doit trouver sa signification, puis qui doit trouver le lieu où c'est. Puis quand elle le trouve, et finalement, il se casse et elle prend celui qui était là dès la quasi première image du film. Bon, mais ça, à la limite, qui nous dit qu'on aurait pondu un meilleur scénario pour faire des bonnes scènes d'action? Bon, passons à l'analyse plutôt du fond de ce qui s'y passe dans ce film. Je crois qu'on ne peut pas analyser ce film tout seul, on ne peut pas le regarder sans les autres. Il y a des gens qui ont dit, mais pose ton cerveau,
regarde ce film comme un film complètement indépendant de quoi que ce soit et tu passeras un bon moment. C'est difficile, on ne peut pas faire comme si on n'avait jamais rien vu avant. Donc on est obligé de l'analyser en regardant l'univers Star Wars dans son ensemble, et on est aussi obligé de l'analyser en tenant compte du contexte dans lequel ce film a été fait, et donc de la trilogie 7, 8, 9. Et qu'est-ce qu'on a sur cette trilogie 7, 8, 9 ? Et bien pour moi, on a cette impossibilité de la part des producteurs, des studios Disney ou de Lucasfilm, je sais pas, on a beaucoup accusé, Kathleen Kennedy, je sais pas, je connais pas bien ces gens-là, mais l'impossibilité de tenir un projet, d'assumer et de dire on va vous raconter une histoire. Non, il n'y a pas d'histoire globale. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais George Lucas, quand il a écrit Star Wars, le 4, 5, 6, ben, il savait où il allait. Et bien longtemps, avant d'écrire le 1, 2, 3, il savait où il allait. Et ce qui est génial, c'est que quand on a vu la prélogie, nous aussi, on savait où il allait. On savait où il voulait en venir. D'accord ? Il y a toujours eu une ligne. Là, il n'y avait pas de ligne. On navigue à vue, on change à chaque film, et on s'adapte aux réseaux sociaux. On réagit. On n'agit pas, on n'imagine pas, on n'invente pas. On réagit. Et le résultat, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un scénario vide. Moi, je me suis vraiment demandé, mais à qui s'adresse ce film, en fait ? À qui on parle ? George Lucas était assez clair au début, il s'adressait aux jeunes gens, voire aux enfants qui aimaient ces grandes histoires de science-fiction, et il voulait écrire une belle grande histoire de science-fiction avec un petit peu d'enjeu sur les personnages. Enfin bon, est-ce que c'est un film qui s'adresse aux enfants ? Est-ce que c'est un film qui s'adresse aux adultes ? À qui ça parle ? Et finalement, j'ai l'impression que ça s'adresse aux haters, comme on dit, aux gens qui ont détesté. Ça s'adresse à ces jeunes gens revanchards qui ont dit Rian Johnson au bûcher. Et Rian Johnson, si on te retrouve, on te bute. Et voilà, et qui aiment se défouler. Alors eux, ils ont dû aimer. Enfin, j'imagine qu'ils ont dû aimer. Quel putain de bon film! Ah, quel putain de bon film! Ben voilà, ces gens-là, on leur a fait un film en fait, et on a navigué à vue, et je trouve ça très triste, et je trouve ça très dommage. Donc c'est pour ça que la première partie de ce que je voudrais dire, c'est justement tous ces éléments, mais tous ces fuck you que J.J. Abrams et sa bande, j'ai bien conscience qu'il n'est pas seul, envoient à Rian Johnson et sa bande. Et c'est terrible, il y en a beaucoup, et sincèrement, moi, ça m'a gêné, quoi. C'est embarrassant à regarder, c'est embarrassant à regarder tellement c'est grossier. J'avais envie de dire, mais les mecs, vous en êtes là, quoi. Vous êtes là à vous faire la guerre par film interposé, à dire, j'aime pas ce que t'as fait, donc au lieu de l'embellir, de le sublimer, je vais juste le balayer d'un revers de main, voire le ridiculiser. Enfin, mais vous en êtes là. C'était un véritable concours de... Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Enfin bref, de jouer à celui qui fait pipi le plus loin. Bien évidemment, celui que tout le monde a repéré, n'est-ce pas, c'est le coup du sabre laser. Et effectivement, Rian Johnson a surpris tout le monde se disait, que va faire Luke avec le sabre qu'elle vient de lui tendre ? Dernière scène de l'épisode 7, et début de l'épisode 8, il surprend tout le monde, et il le jette. Et finalement, même ceux qui n'ont pas apprécié le 8, peuvent pas dire, s'ils sont honnêtes, qu'à ce moment-là, ils ont déjà détesté le 8. Il a balancé le sabre parce qu'il était désabusé, et oui, tout le long, on espère qu'elle va le rendre un peu moins désabusé. Mais c'était pas une mauvaise idée, c'était plutôt une bonne surprise, c'est une scène plutôt marrante, et il fallait surprendre. S'il avait juste pris son sable en pleurant, c'était moins fun, il a fallu trouver quelque chose de surprenant, et c'était une des scènes les plus inattendues de Star Wars, qui a déclenché des réactions, et c'est bien quand ça déclenche des réactions, Sauf qu'après, ça a été transposé avec tous les gens qui ont détesté, qui ont dit « c'est pas Luke, c'est pas sa bonne personnalité, tu nous as pris Luke Skywalker ». Oui, je précise pour rappeler que pour moi, c'est bien la personnalité de Luke Skywalker, et j'explique pourquoi dans une de mes vidéos, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc là, effectivement, on a le Force Ghost, là, le fantôme un peu de Luke. Quand elle essaye de tout détruire de l'héritage Jedi, elle jette le sabre, et hop, il sort, et puis il lui tend le sabre. Et il lui dit, mais enfin, il faut traiter ce genre d'objet Jedi avec plus de respect. Mais le message, il est acquis, sérieusement. Pareil, j'avais expliqué dans ma vidéo précédente à quel point je trouvais intéressant, intelligent, nouveau que cette jeune fille qui n'avait pas d'héritage, qui savait pas qui elle était, qui cherchait son identité, quand elle descend dans la grotte, tout ce qu'elle trouve, c'est elle. Elle voit son reflet des centaines de fois. Et on n'a pas la banalité de nous la faire se battre contre son double maléfique. C'était un peu plus fin que ça, parce qu'elle se voit elle, parce qu'elle se recherche, c'est ça son problème. D'accord ? Dans la grotte où va Luke Skywalker, on lui dit, voilà, c'est ça ton problème, c'est que tu as une colère à l'intérieur de toi, c'est que tu as un lien avec Dark Vador.
À elle, on lui dit ton problème, c'est que tu cherches ton identité et tu crois que c'est ton identité qui va tout résoudre. C'était ça le message. Et là, on revient à un message banal où, évidemment, à un moment donné, elle se retrouve face à son double maléfique. Fuck à l'interprétation de la grotte du côté obscur avec Rian Johnson. Mais tous des petits détails à la con, même Holdo. Ah oui, Holdo a été un personnage vachement détesté par tous ces insulteurs de Twitter. Alors, on a une petite allusion, hein. Oui, on pourrait faire une manœuvre à la Holdo, mais arrête, c'est n'importe quoi, ça n'a qu'une chance sur 1 million de marché. Mais pourquoi, c'est gratuit, c'est débile, mais c'est Rose, quoi. Alors, Rose, mon Dieu, alors je veux bien, c'est un personnage qui n'a pas été apprécié, peut-être, mais il s'est passé quelque chose quand même avec Rose. Il y a un début de quelque chose qui s'est créé avec Finn, et Finn n'était pas totalement insensible. Beaucoup de gens, je l'avais dit dans mon autre vidéo, n'ont pas apprécié qu'elle l'empêche de faire son grand sacrifice héroïque. Ok, mais elle était un des personnages principaux, un des 6 personnages principaux, 6 peut-être plus, de l'épisode précédent. C'était un personnage important, mais comme elle n'a pas été aimée, eh ben elle redevient personne. Je rappelle qu'elle a quand même pas été aimée gravement, c'est-à-dire que l'actrice a été harcelée sur les réseaux sociaux, insultée, poursuivie. Ça a été une vraie catastrophe. Et si bien, c'était tellement terrible qu'elle a fini par quitter les réseaux sociaux. Ça a été source d'une énorme souffrance. Mais qui sont ces gens qui, parce qu'ils n'ont pas aimé les choix d'un scénario, ils vont s'en prendre à l'actrice qui les joue comme si... Mais vous êtes des petites merdes. Mais c'est minable. Ou des grands débiles, ou les deux. Et donc, pour satisfaire cette bande de sous-merdes, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un truc encore plus humiliant. Ils auraient pu tuer le personnage, quoi. Sérieux, ils ont fait encore plus humiliant. Ils la mettent dans un coin, on doit la voir apparaître 4 minutes, elle a un visage hyper triste, quoi. Tu sens la souffrance, et elle dit 3 remarques de merde. Elle est là, elle est désolée, quoi. Enfin, sérieusement. Mais ça, c'était vraiment humiliant, insultant pour l'actrice, insultant pour le personnage, et évidemment insultant pour les scénaristes de l'épisode précédent. Encore d'autres incohérences. À la fin de l'épisode 8, ils sont très peu nombreux, ils ont été vachement décimés, ils sont un tout petit noyau qui va essayer de remonter quelque chose. Et au début du 9, alors qu'il n'y a quasiment pas eu de hiatus en termes de temps, bah là ils ont toute une armée, ils sont sur une planète, ils sont organisés, il y a des généraux, des sous-commandants. Je veux dire, c'est tellement du fan service que c'est embarrassant, c'est grossier, c'est pâteau, quoi. Tu vois, c'est pas fin du tout. Et rien n'est gardé. On rebondit pas, même sur l'image de la fin où il y a des enfants qui sont sensibles à la force. Ça pourrait peut-être donner une idée que, je sais pas, qu'il y a une nouvelle armée Jedi à reconstituer, n'importe quoi, même des scénarios simples. Tout un enjeu sur le fait que Finn croit à la force, qu'il a envie, etc., mais il n'est pas sensible à la force en vrai. Ah bah si, là quand même, il va sentir quand Rey va mourir. Enfin, plein de trucs. C'est vraiment, chaque détail disait au film précédent d'aller se faire foutre. À la satisfaction, je ne sais pas de qui, sur les réseaux sociaux. C'était gênant. Vraiment un truc de cours d'école avec des gros moyens hollywoodiens. Et puis alors, même les clins d'œil au passé, enfin, vraiment, c'est du fan service un peu... Enfin, je sais pas, il y a Lando. Il y a Lando qui est là. Alors, Lando Calrissian, il est là. Et alors, il est content. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, comme l'a fait remarquer aussi un critique de cinéma, il est content, quoi. Il sourit à chaque scène. Il est hyper content, quoi. Le mec, on est allé le chercher. On lui a fait tourner un rôle qui sert pas à grand-chose à part la nostalgie. Et bien souriant, quoi. Il a l'air content d'être là. Finn, ben voilà, il est devenu complètement inutile. Moi, je trouvais que c'était un personnage qui avait vraiment, vraiment du potentiel. Dans le premier, c'était un Stormtrooper qui déserte. Dans le deuxième, c'est quelqu'un qui veut partir, fuir, se cacher et qui finalement a envie d'être un héros et d'être un rebelle. Donc il prend une dimension à la fin du 8 et puis là, on n'en fait rien. C'est un personnage qui devient inutile. Il fait plus rien dans le film, en fait. On peut pas l'enlever, mais voilà. Poe qui a perdu toute sa saveur, qui est devenu un militaire de carrière, un général qui fait des choix et qui fait des discours motivants, qui est triste à la fin de ne pas y arriver, mais heureusement, il y a une nouvelle armée qui arrive. Voilà, les chevaliers de Rennes, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient qu'on développe, et finalement, c'est pas grand-chose. C'est des types un peu lourdeaux, avec un peu maladroits, avec des grosses armes comme ça, et puis qui arrivent à rien à partir du moment où Ben Solo a un sabre laser dans les mains, il va les démonter en 2 secondes et on ne saura rien. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Enfin, on ne sait pas ce que c'est, ces gens-là. Il y a beaucoup de Star Wars qui est aussi basé parfois sur le fait, je sais plus, ça porte un nom aussi, mais d'expliquer quelque chose qui était un mystère. Et c'est bien. Par exemple, on peut dire qu'on a une explication sur le fait que Leia, en fait, a eu un entraînement Jedi et qu'elle y a renoncé pour telle et telle raison. Donc, des fois, c'est pas mal d'avoir une explication.
entre parenthèses, c'est encore dire merde aux épisodes précédents, puisque quand Disney a repris Lucasfilm, ils avaient dit que tous les livres Star Wars n'étaient plus canon, n'étaient plus dans le canon Star Wars. Sauf que ça, le coup que Leia a eu un entraînement par Luke, c'est dans les bouquins. Donc ce petit clin d'œil au bouquin, voilà, il y a d'autres clins d'œil au bouquin. Hein. Le pouvoir de guérison des Jedi, c'est un pouvoir qui est pas nouveau en fait. C'est un pouvoir qui est tout à fait canonique, où le fait de se passer des pensées, ou même parfois de la matière, tout ça c'est des pouvoirs qui sont tout à fait canoniques et qu'on retrouve, mais dans les livres. Alors qu'est-ce qui se passe les mecs? Vous revenez en arrière, vous réhabilitez les livres, pas tous, certains. Il y a des explications sur un truc un peu secondaire, et parfois il n'y a pas d'explications sur un truc énorme. Par exemple, une des critiques des fans dans l'épisode 8, c'était putain, ils ont tué Snoke, on sait même pas qui c'est, on sait pas d'où il sort, on n'a eu aucune explication, on n'en aura pas, ils l'ont tué. Ah si, là on en a une. On a une petite réponse, là, on a Palpatine qui dit « I made Snoke ». C'est moi qui ai fabriqué Snoke. Et il y a un plan, je ne sais pas si vous avez repéré, pendant une demi-seconde, là, on voit des espèces d'incubateurs où on voit des mini-Snoke qui sont en train de se développer, comme si c'était des je sais pas, un clone, un truc, enfin c'est... Et vous allez vous contenter de ça. Non, sérieusement? Bah, j'aurais préféré pas d'explication, quoi. Un méchant parmi d'autres qu'on a démonté, et puis... Bon, mais j'arrive à un gros problème pour moi, c'est l'enjeu même du film. L'enjeu même du film, le plus gros fuck you qui est donné à Rian Johnson et à sa bande, c'est de transformer l'ascendance de Rey. C'est-à-dire la révélation, ou la non-révélation, si vous voulez, du 8, c'est de dire, bah, finalement, c'est personne. You have no place in the story. You come from nothing. You're nothing. C'est la fille de personne. Et parce que la solution, elle n'est pas toujours là-dedans. La solution, elle est dans ce qu'on fait, ce qu'on construit, et pas forcément là d'où on vient. Et ouais, c'est une grosse révélation qu'on peut ne pas apprécier. C'est un choix scénaristique. C'est un choix scénaristique, contestable peut-être, mais qui là est balayé complètement. Et ça sort de nulle part. D'ailleurs, Palpatine revient, il sort de nulle part. Oui, qu'on n'aille pas me défendre la version de Kylo Ren qui dit « Oui, mais non, je ne t'ai pas menti. Je t'ai dit qu'ils étaient personne, mais c'était par choix, parce qu'en fait, ils étaient quelqu'un, mais ils voulaient se cacher. » Mais bullshit, oui, dans le 8, il a clairement dit et explicitement dit « You know the truth. Say it. Say it. They were nobody. They were filthy junk traders who sold you off for drinking money. The dead in a pauper's grave in the Jakku desert. » Des gens qui l'avaient vendu pour boire et qu'ils étaient réellement personne. Donc non, c'est pas des gens formidables qui se sont cachés de Palpatine pour pas qu'on les retrouve. My God, c'était des gens qui l'ont vendu pour boire. Donc non, on dit le contraire de façon grossière, outrancière comme ça, ça veut dire c'est un pur mensonge. Il dit je ne t'ai pas menti, bah si, tu lui as menti, mec. Et elle est la petite fille de Palpatine. Et alors là, je vous vois venir. Hein. Ah oui, on a vu dans ta vidéo d'avant, toi t'as apprécié les choix scénaristiques du 8 et t'as critiqué ceux qui criaient au sacrilège, et maintenant c'est toi qui cries au sacrilège. Non, pas du tout. Et je vais m'en expliquer. Bousiller les films de base de Star Wars, c'est pas un choix scénaristique. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui est devenu Luke? Qui est Snoke? Comment Kylo en est arrivé là, pourquoi il est représenté comme ci ou comme ça, que devient Leia, etc., etc. Bon, ça c'est des choix scénaristiques et tu peux en discuter. Mais la pire insulte qui est faite à la série, c'est que Palpatine soit vivant. Mais c'est dingue. Pour moi, c'est limite, c'est une insulte à George Lucas. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous. Je veux dire, l'enjeu de la trilogie et de la prélogie, l'enjeu des 6 films de George Lucas qui représentent la base à partir de laquelle n'importe qui veut écrire un livre ou faire un film sur Star Wars doit se référer à l'univers Star Wars. Le grand enjeu, l'enjeu numéro 1 de toute cette série, c'est de quelle manière le grand méchant, qui est Palpatine, va finir par être détruit par quelqu'un qui aura eu une existence tourmentée. En fait, du 1 au 6, c'est la vie et la mort d'Anakin Skywalker. Et l'enjeu numéro 1 d'Anakin Skywalker, le retour de l'équilibre dans la Force, c'est que cet homme-là, qui a été si bon, et puis mauvais, et puis en difficulté, et puis tourmenté, il va finir par détruire
détruire Palpatine, et là, Palpatine n'est pas mort, mais c'est prétentieux, j'ai trouvé ça très prétentieux, j'ai trouvé ça dingue, que d'un seul coup, sorti de nulle part, parce que tout le monde maintenant l'appelle la postlogie, mais quelle hypocrisie! Mais vous êtes complètement malade. Ça n'était pas une postlogie, c'était une nouvelle trilogie, avec des nouvelles histoires. Et là, comme franchement, on veut rattraper le scénario, qu'on sait pas quoi faire, alors on va la relier au reste, et on va dire que c'est la fin de l'ensemble des 9 films. Vous êtes en plein délire. Si parmi les haters dont je parlais, qui ont détesté le 8 et qui voulaient une revanche, s'il y en a qui sont des vrais fans de Star Wars, je ne comprends pas qu'ils puissent accepter un truc pareil. Finalement, Dark Vador n'a pas tué l'empereur et il n'a pas ramené l'équilibre de mes fesses. Moi, je pense que c'est la pire chose qu'on pourrait dire, c'est en fait, il n'a pas tué l'empereur, quoi. Puis il y a un trou dans le scénario avec, effectivement, alors on peut pas tout mettre en 2h30, mais le trou dans le scénario est énorme. Enfin, c'est-à-dire quoi? Palpatine avait un fils, comment il est arrivé celui-là? Et il s'est caché, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sauf si c'est une porte ouverte à faire un spin-off, mais... Et puis, voilà, je trouve ça très fainéant, c'est vraiment pour pas se prendre la tête, on reprend un méchant qui a déjà marché, on reprend le même méchant que dans la trilogie, le même méchant que dans la prélogie, et on en fait une post-logie, c'est toujours les mêmes astuces. Si vous vous rappelez, l'empereur lui montre à Luke la flotte en train de se faire massacrer, Snoke montre à Rey la flotte en train de se faire massacrer, et puis là, il montre la flotte en train de se faire massacrer, donc à la fin, c'est très bien. Et puis à la fin, alors vraiment les petits clins d'œil inutiles, juste pour le plaisir, on revoit les Ewoks, on revoit Endor, on revoit les 2 lunes de Tatooine. Donc on est content des petits moments de nostalgie, mais on peut allègrement cracher sur ce qu'a fait, ou plutôt n'a pas fait, Anakin. On ne sait pas comment il a survécu, grâce à qui. Enfin, bien sûr, on ne peut pas tout expliquer en 2h30, mais c'est un enjeu central du film, et il y a un trou, une béance scénaristique. Voilà, alors comment expliquer tout ça? Je pense que la couleur est annoncée dès le début. C'est quoi la première phrase du film quand ça défile? Ça a marqué tout le monde. Les morts parlent. Les morts parlent. Voilà, c'est un film cimetière, quoi. Je veux dire, il y a des morts qui parlent. Voilà, Palpatine parle, Luke parle, bon, on s'y attendait. Han Solo parle. Voilà, il arrive. Alors oui, c'est une projection mentale de... Et hop, on rattrape même la scène du début. Il lui dit la même réplique. Je dois faire quelque chose, mais je sais pas si j'ai la force. Est-ce que tu vas m'aider? Oui, je vais t'aider. Sauf que là, tout se passe bien, quoi. Et puis à la fin, tous les morts parlent. Vraiment, la dernière scène, tous les morts parlent. Voilà. Alors je pense que Abrams fait passer ce message-là. Apparemment, moi, j'ai pas trop vu Lost et les autres choses que Abrams a réalisées, mais il a pris apparemment des gens de son univers. Celle qui joue la copine, l'ex-copine de Poe Dameron, dont on voit que les yeux. C'est une actrice qui l'a fait tourner, il y a d'autres acteurs qui l'a fait tourner, et voilà, il y a une façon de dire c'est un peu mon univers, ça vous plaira pas, j'ai fait mon truc dans mon coin, on m'a appelé à la rescousse, parce que c'est ce qui s'est passé, finalement, il devait y avoir un autre scénariste, et puis on a appelé Abrams à la rescousse parce que l'autre réalisateur est parti, parce qu'il n'était pas d'accord. Je serais très curieux de savoir avec quoi il n'était pas d'accord, et il s'est adjoint les services de Chris Terrio, qui est quand même le scénariste de Batman vs Superman, tu vois, quand même. Et donc, moi, ça m'a donné l'impression que il arrive tard, il se force. Voilà, il met des gens de son univers, il met des MacGuffin comme ça après lesquels on court et qui n'ont aucun sens. Il met que du fanservice. Au moins, voilà, l'idée, c'est est-ce que ça va remplir les salles? Est-ce qu'on va vendre des tickets? Est-ce qu'on va vendre des figurines? Est-ce qu'on va réhabiliter des figurines de Palpatine? Enfin, j'en sais ça. Et pour relancer la machinerie, il utilise le pire argument marketing et le plus faux argument marketing de toute la saga, ce qui est on va finir les 9 films. Bon, pour le reste, la fin du film, le décor est quand même... Il faut détruire cette tour. Ah, mais c'est plus cette tour. La tour, elle est ailleurs. Il y a une armée de gens qui débarquent. Il y a un canon destructeur de planètes sur chaque vaisseau. D'où sort cette armée? Bon, les gars, il y a quand même 40 ans qui sont passés. Il y avait à peine la télécouleur. Maintenant, il y a la Wi-Fi, quoi. Le retour de Leia. Et vraiment, j'ai eu l'impression que raconter une histoire était très secondaire par rapport au plan marketing. Dans le numéro 7, qui n'était pas un si mauvais film, enfin il a été beaucoup critiqué, mais je trouvais que c'était un plutôt bon film. On sentait un J.J. Abrams qui s'empare de cet univers avec plaisir. Il y a du plaisir à filmer ça. Voilà, il y a du plaisir à voir le film, un plaisir assez simple, mais bon. Johnson a pris l'option de renouveler les codes. Ça peut être critiqué, ça serait arrivé à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, tu dois renouveler les codes, sinon tu finis par t'ennuyer. Il essaye de renouveler les codes et de bousculer. Et là, il n'y a pas de possibilité de conclure. Voilà. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé le 8
mais qui ont dit, et je les approuve, notamment c'est le cas de ce qu'ils disent dans l'analyse dans le bazar du grenier, qu'ils auraient préféré à la limite qu'on continue sur la lancée du 8. Ok, on a pris une option, et ben on la défend, et on essaye de l'embellir, d'aller jusqu'au bout, mais là, de la balayer, c'est tellement ridicule. Mais au moins, tiens une ligne, sois un peu courageux. Je veux dire, on peut reprocher à tous les fans d'être tous des scénaristes et d'avoir envie de faire des scénarios. Ben d'accord, faisons des films dans nos têtes, on n'a pas besoin de vrais films dans ce cas-là. S'il y a des gens qui font des vrais films, si c'est des professionnels, s'il y a d'autres qui font des films et dont c'est le métier, ben alors qu'ils m'épatent, qu'ils me surprennent. Là, on sent qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part surtout qu'on n'aille pas trop me faire chier sur Twitter, quand même. Si les gens sur Twitter pouvaient être pas trop méchants, ce serait bien, quand même, ça m'arrangerait. Alors, bien entendu, il y a toujours un aspect marketing, mais justement, il y a toujours un équilibre entre l'argent qu'on peut mettre dans un film, qui doit marcher, bien sûr, il faut qu'un film marche, et puis les gens qui ont des histoires à raconter, les gens qui savent faire un film. Mais là, il y a l'argent à mettre dans un film et la politique marketing. Et il n'y a pas de narratif. Ce qui me fait marrer, c'est quand il a repris le film, il a fait quand même un interview dans lequel il a dit que les critiques n'ont pas influencé l'écriture du scénario. Si no le ayuda a la fábrica, el camión lo sabe. Eso me daba 1000 tacos, me caía al suelo. Yo ya cogía los tacos, los arrastraba. Et on sait d'avance qu'on fait une trilogie et on peut pas se mettre d'accord sur une trame globale. Et vraiment, alors que c'est tellement évident que George Lucas savait où il allait dans chaque trilogie, et que là, les mecs, ils peuvent pas savoir où ils vont dans l'ensemble. Je veux dire, Lucas pouvait dire, je peux me planter quelque part. Il y a eu des petites erreurs qui lui ont été reprochées, des choses qui n'étaient pas très heureuses scénaristiquement, et qu'il a rattrapé. Voilà, les gens n'ont pas aimé, à tort, je pense, ça, je trouve ça dommage. Ils n'ont pas aimé Jar Jar Binks, ils n'ont pas aimé l'histoire des midi-chloriens, tout ce bullshit autour des midi-chloriens. Ok, les gars, d'accord, il en a tenu compte, il a rattrapé le truc sans s'éloigner d'une ligne générale. Il n'a pas tout balayé d'un revers de main. Bref, les scénaristes sont les esclaves d'une foule offensée. Au lieu de relever un défi, au lieu de tenir une ligne créatrice, au lieu d'assumer des choix, bref, au lieu d'être un peu artiste. Bon, j'aimerais bien vous faire un petit peu de comme psy et parler de ce que j'ai parlé jusque-là, c'est-à-dire la question des émotions. Et ben, là aussi, il y a tellement de fanservice que même sur le sujet qui nous concerne, là, sur les émotions, il y a un énorme retour en arrière, puisque au moins 2 fois dans le film, Rey se retrouve dans cette même dichotomie. Elle réussit quand elle est calme et elle s'énerve, et c'est son petit côté obscur intérieur, et hop, là, elle rate, comme au tout début, quand elle s'entraîne là et qu'elle détruit un peu, mais elle le remonte tout de suite après BB-8. Et donc voilà, les émotions. Mais là, c'est pas de ces émotions-là que je voudrais vous parler. Là, il y a clairement un retour en arrière, mais les émotions, pour moi, elles sont absentes surtout chez le spectateur. Et ça, c'est une idée qui est problématique pour moi, vraiment. C'est-à-dire que, ok, reprendre l'idée qu'il y a une part de bon et d'obscur dans chacun, la part de colère chez le bon, la part de bonté chez le méchant, c'est bien. Ça, percevoir qu'il y a un conflit intérieur chez l'autre, c'est l'enjeu de l'épisode 6, c'est l'enjeu du dénouement de l'histoire de Star Wars. C'est cool, c'est une bonne ficelle scénaristique, c'est peut-être un peu moins subtil à force, mais c'est très bien pour générer des émotions chez les gens. Mais moi, ce qui m'a tué dans ce film, c'est que rien ne m'a ému. Rien ne m'a ému, alors que je suis plutôt quelqu'un de sensible. J'arrive pas à revoir la mort d'Anakin sans verser ma petite larme. Mais là, rien, quoi. Rien, parce qu'il y a ce renoncement à tenir une ligne, et donc on n'est pas dans l'enjeu de l'histoire, il n'y a pas d'enjeu. Le film commence avec cette phrase « Les morts parlent ». Mais au final, personne ne meurt. Non mais personne ne meurt. La mort des personnages, qui est quand même un enjeu essentiel dans ce genre de saga, il y a des personnages qui sont créés, auxquels on s'attache, qui tiennent une place importante, et qui à un moment peuvent mourir. Donc l'enjeu essentiel de ce genre de saga, qui est la mort des personnages, eh bien ici, la mort des personnages n'a aucune valeur, parce que tout le monde ressuscite. Même Chewbacca, quoi. Chewbacca, tu crois qu'il s'est fait atomiser dans le vaisseau, t'as une petite pointe d'émotion, c'est quand même Chewbacca, quoi.
Bah rien du tout, il ressuscite. C3PO, il y a cette scène dans le teaser, dans la bande-annonce, où il dit adieu, et là tu te dis, waouh, C3PO quand même. Et effectivement, il y a peut-être une petite pointe d'émotion, et il perd sa mémoire, ce qui est l'équivalent de mourir pour ce droïde, et hop, il retrouve sa mémoire, comme si c'était rien passé. Ok. La copine de Poe, il trouve cette nana qu'il a aimée, entre les deux, il y a encore un petit quelque chose un peu ambigu, et puis on se dit, ils se retrouveront peut-être, et il apprend que sa planète a été détruite, il va mal. Ah oui, mais non, à la fin, elle revient, et ils se font un petit sourire de loin. Tout est fait pour démolir la tension, et démolir la tension du spectateur, c'est ne pas le mettre en danger. Il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu, pas un peu malmené, un peu surpris. Pour moi, Star Wars, si j'y pense, dans mon souvenir, c'est des choses qui ont suscité de l'émotion, en fait. C'est pour ça que ça me déçoit tellement d'avoir été peu ému, et que quand il y a des scènes émotionnelles, des tensions dramatiques, elles sont balayées. Enfin, je veux dire, quand on y pense, Star Wars, c'est dans l'épisode 1, la mort de Qui-Gon Jinn. It's too late. No. Obi-Wan. Promise. Promise me you will train the boy. Yes, Master. He is the chosen one. He will bring balance. Train him. Et même précédé par le combat au sabre laser le plus impressionnant de tous les films, avec une musique incroyable de John Williams, Duel of the Fates, qui va extraordinairement bien avec ce qui s'y déroule. C'est vraiment un moment impressionnant. L'épisode 2, ce début de descente aux enfers, la mort de la mère d'Anakin, qui est un moment particulièrement poignant. Stay with me, Mom. Everything. I love. I miss you. So much. Dans l'épisode 3, l'Ordre 66, ce moment où des gens auxquels on était attachés alors qu'on les connaît à peine et qu'ils ont à peine parlé, là, les Jedi se font massacrer, on sent que les heures sombres arrivent, et c'est filmé comme ça un peu d'au-dessus avec cette musique, encore une fois John Williams qui a écrit des musiques extraordinaires. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? La fin du film, qui est un des meilleurs moments de tous les films, ce moment où il attaque Padmé. You're with him! You brought
brought him here to kill me. No! Let her go, Anakin. Let her go. Ce dernier combat, tellement extraordinaire. Ces derniers instants qui sont mais tellement bien joués par les deux acteurs, tellement poignants et où on comprend tout et où ça colle les morceaux avec Anakin qui devient Dark Vador, c'est un moment de cinéma extraordinaire et vraiment superbe et vraiment très touchant, et moi j'ai trouvé ça très émouvant. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! You were my brother, Anakin! I loved you! Et puis même, on va dire, entre le 3 et le 4, Rogue One, quand tu comprends que c'est une mission suicide terrible et que ça recolle les morceaux avec l'épisode d'après. The rebel flagship is disabled, my lord, but has received transmissions from the surface. Prepare a boarding party. Yes, my lord. L'épisode 4, la mort de l'oncle et de la tante de Luke, où il comprend que c'est son destin et qu'il va falloir qu'il l'affronte. Puis le sacrifice d'Obi-Wan, quand même, quand tu regardes ce film, au début, Obi-Wan, tu le connais depuis à peine une heure. Et il y a la réaction de Luke qui vient de perdre cette figure paternelle et ça va déterminer aussi beaucoup son destin. Et puis même la fin, quoi, le trench run, ça transporte ce truc-là. Les vaisseaux qui avancent, qui se font attaquer par l'arrière, qui tombent un par un, Luke qui utilise la force, Han Solo qui vient pour les sauver. C'est un moment extraordinaire où on est à fond dedans. Use the Force, Luke. L'épisode 5, avec Anne dans la carbonite, c'est une des scènes les mieux filmées, la façon dont la musique est orchestrée, les angles de caméra, le jeu des acteurs, l'ambiance. Quand on y pense, quand on décortique cette scène, c'est vraiment une des meilleures scènes. I love you. I know. Et puis, quand même, je suis ton père. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough! He told me you killed him! No. I am your father. Je suis ton père, c'est en termes d'émotion, c'est la surprise. C'est une surprise qu'on a oubliée parce qu'on y est habitué depuis tellement d'années, mais je sais pas s'il y en a qui se rappellent quand ils ont vu la première fois l'épisode 5, mais c'est quand même la plus grosse surprise. Personne n'y croyait, ça avait été gardé secret. Il y a même des gens qui n'y croyaient pas, qui disaient mais non, c'est une ruse de Dark Vador pour le faire tomber du côté obscur. Et ça peut pas être vrai. Et d'ailleurs, la réaction de Luke, voilà, c'est une scène extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la scène qui a définitivement scotché tout le monde à ces films.
l'épisode 6, il y a la mort de Yoda, bien sûr. Do not underestimate the powers of the Emperor. Or suffer your father's fate. You will. You. When gone am I, the last of the Jedi will you be? Et puis il y a le combat entre le père et le fils. Bon, alors d'accord, c'est pas le meilleur combat en termes de chorégraphie, si vous voulez, mais c'est le combat le plus émotionnel. Ce moment où Luke s'approche dangereusement du côté obscur et puis finalement... Cette mort de Dark Vador, qui pour moi est un moment extrêmement émouvant et qui montre un peu la complexité des êtres humains et qui montre cette émotion-là. Enfin, moi, je trouve cette scène absolument magnifique et quand on la met en regard de tout ce qui vient avant... You were right. You were right about me. Tell your sister. You were right. Father. Mais finalement, même l'épisode 8, comme je le disais tout à l'heure, quand même, qui n'a pas été surpris, étonné, intrigué par le laser jeté? C'est pas à ce moment-là que vous avez détesté le film. Et qui n'a pas trouvé épique et vachement bien filmé le combat laser à deux contre les gardes de Snoke? C'est un moment de combat laser qui est génial et qui a été vraiment... qui donne du plaisir à voir sur le coup. Qui n'a pas trouvé épique et incroyable la scène finale, qui est la scène la plus marquante de cette nouvelle trilogie, à mon avis. À mon avis, c'est la scène la plus marquante de cette nouvelle trilogie. C'est le truc qui nous a bluffé. Elle doit quand même à Rian Johnson. See you around, kid. Mais là, dans le 9, j'ai vraiment du mal à voir où est-ce qu'il y a de l'émotion qui peut rester. Bon, ok, le 8 a désécurisé des gens, mais il mettait un enjeu, il mettait en danger, il nous disait ce que tu crois savoir, c'est peut-être pas ce que tu crois. Et là, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, et c'est un vrai regret, cette fin. On ne peut pas rater une telle fin. Je veux dire, le duel sur Mustafar et la mort de Dark Vador, c'est les deux scènes les plus émouvantes pour moi. Et d'ailleurs, j'ai regardé, quelqu'un a eu l'idée de les mettre ensemble, de mettre un mash-up, comme si au moment fatidique, Dark Vador se mettait à repenser à cet autre moment fatidique. You were the chosen one! You said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! You're my brother, Anakin! I love you! Ça, moi, je trouve que c'est brillant et je vous mettrai un lien dans la description vers un autre mash-up comme ça qui est absolument génial et qui donne toute la tension dramatique et tout le lien entre la trilogie et la prélogie et c'est vraiment chouette. Ce qui me fait penser que la prélogie, c'est un peu comme le bon vin, quoi. Elle se bonifie avec le temps, vraiment. Voilà, donc c'est gênant et ça me gêne d'autant plus que pour les émotions, je suis plutôt bon public et je me dis que c'est très embêtant pour des réalisateurs et des scénaristes que de dévaloriser la tension dramatique. Et si la tension dramatique n'a aucune valeur, et bien ce film n'a aucune valeur. Voilà, je suis un peu sévère, mais je suis vraiment désabusé. Et c'est peut-être pour ça que j'en dirai plus grand-chose après, sauf surprise ou incident. Voilà, pour moi c'est un gâchis invraisemblable. Et là, je vais même pas m'amuser à faire comme si...